Le dingo australien. Avec ses yeux brillants et sa queue touffue, il ressemble à un bon gros chien. Mais ce n'est pas un animal domestique. Ce chien sauvage est un redoutable prédateur. Un tueur à qui ses instincts carnassiers ont valu une bien mauvaise réputation. Mais ce discret chasseur est aussi un parent dévoué, menant une vie sociale régie par des règles strictes. Le dingo hante les terres australiennes. Une île-continent vaste, abritant certains des animaux les plus étranges et les plus fascinants de la planète. Voici la vie secrète du dingo. Bâtis pour la chasse, les dingos ont de telles facultés d'adaptation qu'ils sont capables de coloniser une large variété d'habitats, montagnes, déserts ou forêts. Des plages de sable de l'île Fraser dans le nord du Queensland, aux plaines herbeuses près de Melbourne en Australie méridionale, en passant par les bois de Nouvelle-Galles du Sud, voici l'histoire de 3 familles de dingos installées dans des habitats très différents. Marqués et surveillés, ils se sont vus affublés de surnoms par les conservateurs de l'espèce. Le dingo constitue une sous-espèce canine, Canis lupus dingo. Il est génétiquement plus proche du loup des Indes que du chien domestique. Son crâne est plus large et plus plat, son museau plus allongé et plus pointu, ses canines plus longues. Et surtout, il est autrement plus agressif. Le Canis dingo serait arrivé en Australie en compagnie des hommes ayant débarqué ici à bord de leur pirogue il y a 3500 à 5000 ans, peut-être même plus tôt. Ces nouveaux venus auraient alors partagé la terre des aborigènes bien avant la venue des colons européens. Les dingos chassent le lapin, le rat et même le kangourou. Mais c'est leur goût pour le bétail humain qui leur a attiré les foudres des éleveurs. Certains États recommandent même de tirer à vue sur ces prédateurs. Leur population est en chute libre et les dingos pure race sont même considérés comme une espèce vulnérable. Dans l'État majoritairement tempéré du Victoria, dans le sud-ouest de l'Australie, Saxon et Pétale se préparent pour un grand événement, la naissance de leur petit. En matière d'accouplement, les dingos ne se comportent pas comme les chiens domestiques. Ils forment des couples étroitement liés, dans lesquels le père prépare activement l'arrivée des petits. Saxon s'efforce donc de trouver une tanière confortable pour la mise bas. Il a jeté son dévolu sur un tronc d'arbre creux. Les dingos n'hésitent pas à investir les terriers d'autres animaux, tels que les lapins ou les wombats. Ils cherchent des endroits protégés, proches d'un point d'eau. Ils aménagent plusieurs tanières sur leur territoire, de manière à pouvoir déménager en cas d'imprévu. Le tronc a l'air de satisfaire Saxon. Il était temps, car Pétale est grosse de 2 mois et la mise bas est imminente. La femelle sait d'instinct que l'heure est venue. Alors que le travail commence,
Elle fait les 100 pas, se lève et s'assoit sans arrêt. C'est un signe qui ne trompe pas. Les petits vont naître d'une minute à l'autre. Les dingos sont des mammifères placentaires, ce qui signifie qu'ils donnent naissance à des petits parfaitement formés. Leur nombre varie entre 1 et 10, même si les portées comptent la plupart du temps 4 ou 5 bébés. Le premier chiot naît sans problème. Pétale lèche son petit pour le débarrasser de l'enveloppe placentaire. Pendant ce temps, Saxon monte la garde, non loin de là. 20 minutes plus tard, c'est au tour d'un deuxième petit de voir le jour. Pétale coupe le cordon ombilical d'un coup de dent. À la différence des chiens domestiques, susceptibles d'avoir 2 portées par an, les dingos ne se reproduisent qu'une fois dans l'année et toujours à la même époque. En mars, les petits ont été conçus, après l'équinoxe d'automne australien. De cette manière, au printemps, après les rigueurs de l'hiver, ils disposeront d'une grande abondance de proies quand ils seront prêts à chasser. Pour l'heure, les chiots sont minuscules. Ils pèsent seulement quelques dizaines de grammes. Aveugles et sans défense, ils n'ouvriront les yeux que dans 2 semaines. Avec une seule portée par an, Pétale doit s'assurer que tous ses bébés survivent. Saxon devra attendre qu'elle finisse de mettre bas pour faire connaissance avec ses petits. Plus au nord, Comet et Bomber ont élu domicile en Nouvelle-Galles du Sud. Les couples de ce genre restent en général unis pour la vie. Comme les loups, seuls le mâle et la femelle dominante se reproduisent. Et comme les loups, les dingos peuvent vivre en meute comptant jusqu'à 10 membres et regroupant plusieurs adultes des 2 sexes, aussi bien les membres de la famille éloignée que les petits des portées précédentes. Ce couple dominant a déjà eu 4 petits en pleine forme. 2 rejetons de cette précédente portée, Tom et Harold, cohabitent toujours avec leurs parents, Comet et Bomber. Ils partiront sans doute l'année prochaine pour vivre seuls ou rejoindre une autre meute. Mais pour l'instant, ils ont encore beaucoup à apprendre de leurs parents. Bomber, à la fois père de famille et mâle dominant, a du pain sur la planche. Il doit faire régner l'ordre dans les rangs de la meute, subvenir aux besoins de sa progéniture et protéger sa famille de la menace d'autres bandes qui voudraient s'emparer de son territoire. Bomber s'est récemment mesuré à un autre mâle dominant. Il est sorti vainqueur du combat, mais non sans recevoir une blessure à la gueule. Pourtant, le jeu en valait la chandelle. Vainqueur, l'envahisseur aurait tué tous les chiots de Bomber pour s'accoupler avec Comet et repeupler la meute de ses propres petits. Les chiots ont donc de la chance que leur père n'ait pas perdu ce combat. Ils peuvent jouer sous le soleil, insouciants tout en tétant leur mère. Malgré une portée de taille moyenne, Comet serait incapable d'élever sa progéniture sans l'aide de Bomber. À la différence de bien des animaux, le mâle et la femelle se partagent équitablement les responsabilités parentales. Une fois les petits capables d'avaler des aliments solides,
le père régurgite leur nourriture. Il s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte et leur enseigne tout ce qu'ils doivent savoir pour survivre. Après 7 semaines passées à téter, les petits sont gras et bien portants. Pendant les 4 premières semaines de leur existence, leur mère les allaite plusieurs heures par jour, mais ils seront bientôt sevrés. Ils continueront à se nourrir du lait maternel pendant encore environ 5 semaines, mais ils ingurgitent déjà de la nourriture solide. Bientôt, leurs parents leur enseigneront comment débusquer de petits animaux, chenilles et scarabées, ce qui les rendra moins dépendants d'eux et leur permettra de développer leur talent en prévision des pénuries hivernales. Ils passent désormais une bonne partie de leur temps à explorer leur environnement, pointant de plus en plus souvent le bout de leur museau à l'extérieur du tronc d'arbre qui leur sert de tanière. Alors que leur grand frère Harold accueille leur mère Comet, les petits viennent aussi lui dire bonjour. Ce qui a l'air de mettre Harold un peu mal à l'aise. Ces chiots sont ses frères et sœurs, certes, mais ce sont aussi les petits du couple dominant. Il se montre donc très prudent avec eux. Les blesser, même accidentellement, ne seraient pas sans conséquences. Le retour au bercail de Comet est un bon prétexte pour prendre la poudre d'escampette. Quant aux petits, ils en profitent pour se remettre à téter. À 12 mois, Tom et Harold doivent trouver seuls leur nourriture. Ils partent régulièrement chasser en duo. Des expéditions qui s'achèvent bien souvent par une petite séance de toilettage au bord de la rivière. À leur âge, ils sont parfaitement capables de chasser. Leur vue, leur odorat et leur ouïe fonctionnent à la perfection et sont plus efficaces que les sens de la plupart de leurs proies potentielles. Ils peuvent s'attaquer sans problème à de petites proies, telles que lapins et rongeurs. Mais sans expérience, ils n'ont ni la confiance ni les compétences nécessaires pour se mesurer à des animaux plus imposants, comme les wallabies et les kangourous. Pour l'heure, ils perfectionnent une ruse dingo très utile, se rendre invisibles. Tom et Harold arborent la traditionnelle fourrure rousse des dingos, même s'il existe des spécimens noirs, blancs ou même noirs et feu. Cette coloration offre de nombreux avantages dans les paysages australiens. Les dingos sont très durs à voir, tapis dans les hautes herbes. Maîtriser l'art du camouflage dans les broussailles est un atout sans pareil pour chasser. Les dingos préfèrent poursuivre leurs victimes plutôt que chasser à l'affût. Mais en se dissimulant pour observer les mouvements de leur proie, ils peuvent soigneusement sélectionner leurs cibles. Mais quand il s'agit de passer à l'attaque, Tom et Harold ont encore des progrès à faire. Alors, quoi de mieux que d'aller prendre des leçons aux côtés du chasseur expérimenté qu'est leur père, Bomber. Quand l'équipe de chasse se retrouve, le langage corporel des uns et des autres laisse planer peu de doute sur l'équilibre des pouvoirs. Bomber avance tête haute et sa queue dressée forme un cercle quasi parfait. À l'inverse, Tom et Harold restent la queue et la tête basse, en signe d'allégeance au chef de meute. La place de chacun bien établie dans l'ordre hiérarchique, ils peuvent donc se mettre en route. Bomber scrute le paysage et hume l'air. Comme celui des chiens,
son odorat est 100 fois plus développé que celui d'un humain. Chaque oreille peut se déplacer de manière autonome afin de repérer l'exacte position d'une proie. Sa vision à 180 degrés lui permet de détecter des mouvements à 1 km de distance. Et pour s'attaquer à des grosses proies, les dingos peuvent travailler en équipe. Ils décryptent parfaitement le langage corporel de leurs congénères. Dès qu'Harold et Tom comprennent que Bomber est prêt, ils se mettent en branle à travers champs. Aujourd'hui, ils partent à la chasse aux oiseaux, un des repas favoris des dingos, en particulier quand les volatiles sont gros et lents comme ces oies. Mais ils se contenteront de ce qu'ils trouveront. Ces foulques, par exemple. Difficile de les attraper dans l'eau. Mais les prés, en revanche, regorgent de gibier. La chasse est lancée. Comme les loups, les dingos essaient d'abord de se saisir de leur proie par surprise, mais comptent ensuite sur leur endurance pour les épuiser avant que la meute ne leur règle leur compte. Ces spécialistes de la course-poursuite peuvent atteindre 50 km/h. Mais malheureusement, eux n'ont pas d'ailes. La chasse est une activité épuisante. Le trio se repose pour récupérer. Les dingos sont opportunistes. Quand la chasse n'est pas bonne, ils se rabattent sur ce qu'ils trouvent. Charognes, insectes, lézards et même des fruits. Toujours affamé, le trio se remet en quête de nourriture. Bomber et les siens vivent près de riches pâturages. Ils ne tardent pas à repérer l'odeur d'un troupeau de bétail. Plus grands prédateurs d'Australie, les meutes de dingos constituent un danger pour les moutons et les veaux, ce qui leur a attiré la haine des éleveurs. Pourtant, les dingos jouent un rôle clé dans la régulation des populations de kangourous et de lapins, augmentant ainsi les quantités de fourrage pour le bétail. Et en s'attaquant à des prédateurs introduits récemment, comme les renards, ils favorisent la survie de petites espèces autochtones, notamment les marsupiaux. Les dingos chassent en meute. Et ils doivent collaborer pour tuer de grosses proies. Bomber envoie son fils Tom d'un côté, alors qu'Harold et lui attaquent sur l'autre flanc. Une classique manœuvre en tenaille. Mais le choix des proies joue un rôle essentiel dans le succès d'une chasse. Ces vaches sont bien plus massives que nos dingos. Un bon coup de corne ou de sabot les mettrait définitivement hors de combat. Les dingos s'attaquent en priorité aux vieux, aux faibles ou aux jeunes. Ils ont repéré un veau au milieu du troupeau. Comme chez bien des prédateurs, c'est le mouvement des proies qui déclenche la chasse. Plus les vaches bougent,
plus les dingos s'agitent. Mais ils vont bientôt se rendre compte que 3 dingos ne font pas le poids, même face à un veau. Ils n'ont d'autre choix que de reconnaître leur défaite. La chasse n'a pas été fructueuse. Quelque chose irrite Bomber. Apparemment, Harold a pris un peu trop de liberté. Quand les traditionnelles démonstrations de domination ne suffisent pas à le remettre à sa place, Bomber décide de régler la question à coups de croc. Le langage corporel d'Harold est clair. Il se soumet. Il retrousse ses babines, exposant ses longues canines qui le différencient des chiens domestiques, et se tient la queue entre les jambes. Mais il se montre toujours un peu trop familier. Et Bomber achève de mettre les points sur les i en continuant à le harceler jusqu'à ce qu'Harold se soumette et reconnaisse son autorité. Ce genre de démonstration de force est importante pour assurer la cohésion du groupe. Bomber est enfin satisfait, mais préfère s'en aller de son côté. Harold se retrouve seul dans le pré. À la différence des chiens domestiques, les dingos aboient rarement. À la place, ils hurlent ou gémissent. Ces cris lugubres, semblables à ceux des loups, ne sont pas encore parfaitement décryptés par les scientifiques. Mais il semblerait que leur signification varie en fonction de la situation. Ils peuvent servir à localiser d'autres membres de la meute, voire même à avertir les meutes voisines à l'approche d'un point d'eau, de manière à limiter les conflits potentiels. Débarrassé de ses fils, Bomber s'attelle à l'une des tâches les plus importantes d'un mâle dominant, marquer son territoire. Il laisse derrière lui des traces olfactives remplies d'informations. Ces messages constituent avant tout un avertissement pour tous les dingos qui auraient envie de violer la frontière. Ceci est mon territoire et je le surveille étroitement. Accès interdit. Bomber a découvert une tache d'urine laissée par un autre animal. Il se roule dedans, soit pour masquer sa propre odeur avant de se mettre en chasse, soit pour signaler son passage à cet endroit au reste de la meute. Une
Une fois son territoire ainsi marqué, il peut retourner auprès des siens. Sur l'île Fraser, Ivy et Luke sont en quête de nourriture. Située au large de la côte est de l'Australie, c'est la plus grande île de sable de la planète. Plus de 1600 km² d'habitat inviolé. Ces lacs et ces forêts abritent une colonie d'environ 120 dingos. L'une des pires menaces pesant sur l'intégrité de l'espèce est l'hybridation due aux accouplements avec des chiens domestiques. Du fait de leur isolement du reste du continent, les dingos de l'île de Fraser seraient donc génétiquement particulièrement purs. Ivy et Luke font partie des nombreux spécimens marqués dans le cadre d'un programme d'études. Ils vivent près de la plage. L'endroit est apprécié des pêcheurs qui, après avoir ramené leur prise sur la plage, enterrent les abats dans le sable. Ivy et Luke passent l'essentiel de leur temps à farfouiller pour déterrer ces entrailles de poisson. Les dingos sont actifs pendant les 2 tiers de la journée et passent le dernier tiers à se reposer. Alors que Luke fait un somme, Ivy reprend ses recherches. Mais elles ne sont pas très fructueuses, en dépit de son odorat surdéveloppé. Idéalement, elle devrait ingérer tous les jours 7% de sa masse corporelle, soit environ 1 kg. Elle a déniché quelques morceaux, mais rien de bien substantiel. Pour l'heure, elle préfère fuir la chaleur accablante et rejoindre le couvert de la forêt. Grâce à la couleur de sa robe, elle est invisible dans les fourrés. Dans l'État du Victoria, Saxon et Pétale se préparent à emmener leur petite famille en balade au petit matin. Les 4 petits de Pétale sont forts et vigoureux. À 6 semaines, ils doivent s'habituer à arpenter leur territoire et se familiariser avec le spectacle et les odeurs du vaste monde. À l'approche du printemps, il est nécessaire qu'ils gagnent en indépendance. Prédateurs occupant le sommet de la chaîne alimentaire, les adultes n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. En revanche, un petit s'étant égaré ferait un repas idéal pour un aigle ou un milan. Voilà pourquoi les parents doivent garder à l'œil leur progéniture, ce qui est un peu compliqué quand, comme tous les bambins, ils passent leur temps à courir dans tous les sens. Mais une petite femelle est séparée des autres.
un aigle d'Australie décrit des cercles dans le ciel au-dessus d'elle. Il pourrait aisément n'en faire qu'une bouchée. Saxon doit retrouver sa fille, et vite. Il laisse sa progéniture sous la garde de Pétale et se met à la recherche de la petite égarée. Il scrute l'horizon, le museau en alerte. Mais la petite, inconsciente des dangers qui l'entourent, est bien loin de sa famille. Saxon repère sa trace. Il l'a retrouvée. Elle l'accueille joyeusement. Mais ce petit bisou de bienvenue est en fait une manière de lui demander à manger. Les chiots se lèvent instinctivement pour tapoter, lécher et renifler le museau de leurs parents, leur donnant ainsi le signal de régurgiter de la nourriture. Mais Saxon se fait un peu prier. Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, les petits de Comet font leur sieste de l'après-midi dans la tanière de la famille, sous le regard vigilant de leur mère. Désormais, ils ont 8 semaines et ont beaucoup progressé. Dans les jours à venir, alors qu'ils vont peu à peu se sevrer, passant du lait maternel aux aliments solides, Comet devra aussi leur apprendre à se montrer plus autonomes. Ils devront être capables de repérer les dangers, de dénicher leur propre nourriture et se prendre en charge tout seuls. Alors que l'été approche, les dingos vont quitter le confort de leur tronc creux et Comet doit s'assurer que ses petits puissent survivre sans elle. Elle les abandonne pendant de brèves périodes pour les préparer à la vie adulte. En se réveillant, les petits réalisent que leurs 2 parents ont disparu. Le plus audacieux, Mojo, part à la recherche de sa mère. Il inspecte le tronc, les champs et s'aventure même encore un peu plus loin. Il trotte jusqu'aux berges du fleuve. Cette flaque de boue lui offre une brève distraction. Mojo est bientôt rejoint par ses sœurs, également en quête de leur mère. Mais le seul adulte qu'ils trouvent est leur grand frère Harold. Celui-ci est toujours aussi mal à l'aise en compagnie de ses cadets. Âgé de tout juste 1 an, il est à peine sorti de l'enfance lui aussi. Et comme tous les grands frères, il n'a pas envie d'avoir des petits dans les pattes. Comet finit par rentrer au bercail avec un repas.
Elle a terriblement maigri après avoir allaité 5 chiots voraces pendant 8 semaines et elle n'a pas très envie de partager. D'ailleurs, cette maigre pitance ne lui suffit pas. Elle n'a pas chassé depuis presque 2 mois. C'est Bomber qui a dû la nourrir. Et aujourd'hui, il a bien fait son travail. Il n'est pas rare de tomber sur des charognes dans le bush australien. Et Bomber vient de dégoter un véritable trésor. Une carcasse de wallaby. Comet se jette dessus goulûment. Bomber s'allonge tranquillement à ses côtés, laissant sa compagne se régaler. Il sait que ce n'est guère le moment de réclamer sa part. Les wallabies sont des proies de choix pour les dingos. Et Comet, affamée, n'a pas l'intention de partager ce délicieux repas. Elle découpe les os, les tendons et les cartilages sans effort. Sa dentition est similaire à celle des chiens, avec des canines plus longues. Ses puissantes dents au fond de sa gueule n'ont aucun mal à déchirer la chair et les os. Des petits essaient de s'approcher prudemment de la viande. Les deux audacieux font une nouvelle tentative. Maintenant qu'elle est à peu près rassasiée, Comet est prête à les tolérer. Même à cet âge, les jeunes dingos essaient de déterminer qui est le dominant. Visiblement, le petit Mojo n'est pas au sommet de la hiérarchie. Bomber décide qu'il a suffisamment attendu. Mais Comet ne veut rien entendre. Bomber est obligé de se rabattre sur un morceau qu'elle a dédaigné. Comet et ses petits n'ont fait qu'une bouchée du wallaby. Ils achèvent leur repas en se désaltérant. Les dingos peuvent rester plusieurs jours sans boire, mais quand ils ont accès à un point d'eau, ils sont capables d'en consommer 1 litre par jour. Après ce festin, il est temps de faire une petite sieste.
Sur l'île Fraser, Ivy et Luke sont affamés. Ivy a passé des heures à arpenter la plage pour dénicher les restes de poissons vidés par les pêcheurs. Mais sans grand succès. C'est au tour de Luke de tenter sa chance. Il essaie d'abord de dénicher des crabes qui aiment s'enterrer dans des trous. Mais il n'en trouve aucun. Et pas de traces d'abat de poisson non plus. Ivy et Luke n'ont rien gagné à faire cavalier seuls. Malgré un odorat très développé, des yeux acérés et une ouïe dont la portée est 4 fois plus grande que la nôtre, toutes les chasses ne sont pas fructueuses. Mais quand il décide enfin à faire équipe, au bout d'une heure, il tombe sur un gros tas d'entrailles de poisson. Il se jette sur ce repas providentiel. En Nouvelle-Galles du Sud, Bomber est à nouveau en chasse. Comme Comet n'a pas laissé grand-chose de la carcasse de Wallaby, il est toujours affamé. Il peut partir très loin pour trouver une proie. Les dingos parcourent régulièrement 40 km par jour. Il inspecte la forêt jusqu'au moment où son odorat affûté détecte une odeur à 1 km de là. Il remonte soigneusement la piste jusqu'à identifier la source de l'odeur d'une carcasse à l'intérieur d'un tronc. Mais il sera difficile de la déloger. Bomber entreprend de démolir le tronc. Il creuse, griffe, et mord même le bois pour atteindre sa proie. C'est une carcasse de lapin. Il parvient enfin à se mettre quelque chose sous la dent. Une juste récompense pour un père si attentionné qui, le ventre plein, retourne auprès de sa compagne et de ses petits. Qu'ils essaient de dénicher de la nourriture comme Ivy et Luke, qu'ils élèvent la prochaine génération de dingos comme Saxon et Pétale, ou qu'ils élèvent leurs petits comme Comet et Bomber, les dingos d'Australie sont de fascinants canidés. Leur structure sociale sophistiquée, leurs extraordinaires capacités de communication et leur remarquable dévouement en font bien plus que d'impitoyables prédateurs. Des créatures menant une existence aussi riche que complexe.